sommes le lundi 14 avril, il est 8h. Europe 1 matin. 7h, 9h. Dimitri Pavlenko. Le ton monte à nouveau avec l'Algérie qui donne 48 heures à 12 agents de l'ambassade de France pour quitter son territoire. Nous sommes prêts à des représailles immédiates, répond Paris ce matin. 40 milliards d'euros, c'est ce que la France va devoir économiser sur le budget 2026. Les plus riches passeront à la caisse et les coupes budgétaires s'annoncent drastiques. On parlera aussi de la prison pour mineurs de Marseille, au bord de la rupture. Ingérable, les jeunes délinquants débordent les surveillants. Et puis les chocolats de Pâques, plus chers cette année, ils deviennent presque des produits de luxe. Juste après ce journal, votre invité ce matin. Bonjour Sonia Mabrouka. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On va parler ce matin d'un coup de froid et d'un coup de chaud. Coup de froid sur le budget 2026 et coup de chaud entre Paris et Alger. Sur ces sujets, notre invité, c'est le député RN du Nord et vice-président du Rassemblement National, Sébastien Chenu. À tout à l'heure. Europe 1. Mais d'abord, le journal de 8h sur Europe 1. Thomas Schnell, bonjour Thomas. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. C'est une mesure inédite depuis la fin de la guerre et l'indépendance de l'Algérie. Alger ordonne l'expulsion de 12 agents de l'ambassade de France. Réplique à l'arrestation de 3 ressortissants algériens accusés d'avoir enlevé et séquestré un opposant au régime algérien. Bonjour Alexandre Chauveau. Bonjour Thomas, bonjour à tous. La tentative de réconciliation entre Paris et Alger prend l'eau. Oui, parce qu'il s'agit d'un affront diplomatique majeur de la part d'Alger. Les 12 agents français basés à Alger sont tous sous statut diplomatique et relèvent donc du ministère de l'Intérieur, ce qui laisse peu de doute sur les motivations des autorités algériennes. Dès hier, elles avaient en effet condamné la mise en détention provisoire d'un de leurs agents consulaires en poste à Paris. Alger avait menacé de ne pas laisser cette situation sans conséquence et la décision ne s'est donc pas fait attendre. De quoi compromettre très fortement la réconciliation en cours entre les deux capitales. Jean-Noël Barrot s'était rendu à Alger pour plaider l'apaisement il y a une semaine. Gérald Darmanin devait s'y rendre dans les prochains jours. Déplacement plus que compromis donc après ce dernier rebondissement qui menace aussi et surtout de retarder la sortie de prison de Boualem-Sansal, alors que vendredi dernier encore, Emmanuel Macron se disait confiant quant à sa libération. D'ailleurs Alexandre, ce matin le Quai d'Orsay a réagi. Oui, Paris évoque une réponse injustifiée. Je demande aux autorités algériennes de renoncer à ces mesures d'expulsion, réagit Jean-Noël Barrot. Si la décision était maintenue, nous n'aurons d'autre choix que d'y répondre immédiatement, affirme le patron du Quai d'Orsay. Pas franchement adepte du bras de fer avec Alger, mais qui pourrait donc devoir s'y résoudre face à cette décision sans précédent de l'Algérie. Merci Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Alors tandis que la crise franco-algérienne reprend de l'intensité, Bruno Retailleau hier a vertement critiqué la posture des autorités algériennes. Le ministre de l'Intérieur fustige le discours victimaire d'Alger. Le problème, c'est que l'Algérie consiste, en tout cas elle pense avoir un droit de tirage mémoriel perpétuel. Et moi ce que je vous dis, c'est qu'il faut que la France soit respectée. Bien sûr qu'on a ce passé qui ne passe pas, ce passé qui est extrêmement vif. Mais nous sommes dans le présent aujourd'hui. Et la France ne peut pas servir d'alibi au régime algérien pour d'autres choses. Voilà, il faut se respecter. Malgré cette histoire, il faut toujours apporter des nuances. Elle n'est jamais dans un seul sens. Jamais. Bruno Retailleau chez nos confrères de LCI hier avant de s'envoler pour le Maroc. Oui, car si les tensions se ravivent entre Paris et Alger, à l'inverse, les relations se consolident entre Paris et Rabat. Où se rend donc aujourd'hui le ministre de l'Intérieur faire le point avec son homologue marocain sur les résultats obtenus dans les opérations de coopération sécuritaire et migratoire? Car contrairement avec l'Algérie, la coopération policière entre Paris et Rabat a toujours tenu, William Molinier. Oui, essentiellement grâce à un homme, Abdelatif Hamouchi, l'actuel patron des services de renseignement marocains, très proche du roi Mohamed VI. Il chapeaute la sécurité nationale et la surveillance du territoire. Dans la tempête, même quand les relations entre la France et le Maroc étaient détériorées, il a toujours partagé ses informations avec Paris sur le terrorisme. En 2015, lors du Bataclan, les services marocains ont transmis du renseignement déterminant pour localiser Abaoud, le terroriste à la tête du commando. Même en plein scandale du logiciel espion Pegasus, les échanges entre policiers marocains et français n'ont jamais cessé. D'ailleurs, plusieurs places dans le cursus de formation des commissaires de police sont spécifiquement réservées à des candidats marocains. Les échanges avec ce pays sont quasi quotidiens. Dernier exemple en date, la semaine dernière, 12 agents de la protection civile marocaine ont été formés par des experts français à la recherche de personnes ensevelies. William Molinier, service police-justice Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin.
matin, il est 8h05. Le budget 2026 et la chasse aux milliards est rouverte. Oui, nous étions déjà serré la ceinture avec une 50aine de milliards d'euros d'économies pour le budget 2025. Il va falloir encore faire un effort, cette fois pour 40 milliards d'euros et pour le budget 2026, annonce Éric Lombard, en expliquant que la France est en état d'alerte budgétaire. Et même si le ministre de l'économie s'en défend, des hausses d'impôts sont bien au programme, Baptiste Morin. Oui, il y a d'abord le projet de hausse d'impôts assumé, transformer la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus qui doit rapporter cette année seulement 2 milliards d'euros. Le ministre de l'économie, Éric Lombard, et sa ministre déléguée au compte public, Amélie de Montchalin, veulent en faire un outil pour lutter contre l'optimisation fiscale, pourtant légale. Et puis il y a les projets de hausse d'impôts maquillés en économie. Prenez le crédit d'impôt emploi à domicile, 6 milliards d'euros. En plus d'inciter au travail non déclaré, une réduction de ce crédit ferait mécaniquement augmenter les impôts des quelques 5 millions de foyers qui en bénéficient. Autre exemple avec l'abattement de 10% sur le revenu pour les retraités, 4 milliards d'euros. Sa suppression signifierait là aussi une hausse d'impôts de 700 à 800 euros par an pour les retraités les plus aisés. Autant de baisses de dépenses pour l'État, financées au bout du compte par le contribuable. Gérald Darmanin veut construire 3000 places de prison supplémentaires dans des préfabriqués. C'est la déclaration du ministre de la Justice dans une interview chez nos confrères du Figaro ce matin. L'objectif, accueillir des détenus en fin de peine ou condamnés à des peines de courte durée. À propos de la prison, celle pour mineurs de Marseille plonge dans une crise sans précédent. Des délinquants ingérables, certains relevant de la psychiatrie, des locaux inadaptés, du personnel impuissant, un cocktail explosif qui précipite l'établissement au bord du point de rupture. Stéphane Burgat. Pourtant endurci avec ses 20 ans d'expérience dans des prisons pour adultes comme Marseille ou Toulouse, ce surveillant délégué syndical SPS n'a jamais vu ça. Il y a beaucoup de profils issus de la grande délinquance, des réseaux, il y a des aides-mafias, il y a tout type de délinquants. Certains sont au début d'une grande carrière pénitentiaire, c'est-à-dire des viols, des meurtres, on en est là. Certains mineurs gèrent même des trafics de drogue depuis l'enceinte de l'établissement. Depuis 2 ans, là, il y a eu 2 cas, ils géraient leur trafic depuis la prison, via les réseaux sociaux, quoi. Mais je pense qu'on a un temps de retard par rapport à tous ces jeunes. On n'est pas assez nombreux. Ensuite, notre travail génère pas mal d'accidents de travail. Il y a beaucoup de bagarres, des interventions. Psychologiquement, c'est un métier qui est très difficile. Et les locaux sont également inadaptés. Pas de filet anti-projection, par exemple, confirme cette référente du syndicat FO Justice. C'est partout, comme dans tout établissement. C'est de l'extérieur. Ils viennent, ils projettent dans les cours de promenade. Et c'est très facile pour eux de récupérer. C'est une structure pour mineurs, donc on peut pas faire non plus un établissement hyper sécurisé. Mais étant donné que la population pénale a changé, peut-être que les structures aussi devraient s'adapter. La Cour des comptes, comme le député de la circonscription, dénonce aussi un grave sous-effectif et la défaillance du processus de réinsertion. Marseille, Stéphane Burgat, Europe. Agathe reste introuvable ce matin, plus de 96 heures sans avoir donné de signe de vie. La jeune femme de 28 ans est portée disparue depuis qu'elle est partie faire un jogging jeudi matin près de Vivonne dans la Vienne. Les recherches se concentrent sur un secteur de 3 km². Et puis les prix des chocolats de Pâques en nette hausse, plus 14% sur un an. Oui, si certains prévoient une chasse aux œufs le week-end prochain, d'autres vont se lancer cette semaine dans une chasse aux promos pour trouver des œufs, des poules, des lapins en chocolat à des prix acceptables, oui, mais l'engouement reste là, près de Toulouse. Charles Huillier. Chez Valérie et Fabien Roumégous, artisans chocolatiers près de Toulouse, Pâques est avec Noël le rendez-vous à ne pas manquer. Mais le prix des œufs, lapins ou moulages en tout genre s'est envolé depuis un an. L'année dernière, on était à 90 € le kilo à la vente. Cette année, on a été obligé d'augmenter à 115 € le kilo. Et encore, entre les augmentations sur tout le cacao, on se retrouve avec une marge drastiquement plus faible. Par exemple, cette petite tortue, on était dans les 8 € et là, cette année, on est dans les 10 €, quoi. Et les gens regardent beaucoup les prix, faut être honnête. Après, il y a toujours une ferveur. Et c'est justement cette ferveur qui, malgré ce contexte inflationniste, autorise un effort pour ce couple de retraités, surtout lorsqu'il s'agit de faire plaisir aux petits-enfants. C'est une tradition catholique et je suis catholique et fervent catholique. Donc on en prendra moins, c'est tout. Par contre, on fêtera quand même. Pour manger du très bon chocolat, on remet le prix, c'est comme ça. On a un budget de 250-300 €. Un budget confortable, presque 5 fois plus élevé que le panier moyen des Français pour Pâques cette année. Toulouse, Charles Huillier, Europe 1. Enfin, nous avons appris cette nuit la disparition du dernier représentant de l'âge d'or de la littérature latino-américaine, Mario Vargas Llosa. Il avait 89 ans, auteur de Conversations à la cathédrale, La Tante Julia et le Scribouillard. Il avait obtenu le prix Nobel de littérature en 2010. Il est l'un des rares auteurs à avoir été publié de son vivant chez la Pléiade. C'était en 2016. Et puis il est entré à l'Académie française en 2021, puisqu'il était né au Pérou, mais c'était un francophile convaincu. Il avait passé une partie de sa vie à Paris. Merci Thomas Schnell, c'était votre journal. Allez, dans un instant sur Europe 1, Sébastien Chenu, le vice-président du Rassemblement national, est l'invité de Sonia Mabrouk sur Europe 1. Bon réveil, 8h10.